Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course en direct de Houston, Texas. On s'est tous acheté un gun tous les deux pour bien représenter. Pendant l'arrêt de taxi, notre chauffeur de taxi nous disait lui aussi un gun. C'est très important pour se défendre. Donc, somme toute, à date, c'est bien sympathique. On n'est pas trop sortis. On est allé au... comment ça s'appelle? Olive Garden pour se bourrer la face. Resto, ouais. Mais bon, avant de jaser un petit peu de notre petit séjour, je tiens à remercier nos Patreons. Donc, merci à Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Gabriel Côté, Danny Letwin et Yann Pomerleau, ainsi qu'à nos Patreons mécènes, Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. N'hésitez pas à aller voir les... Oui, merci. N'hésitez pas à aller voir les entraînements de renforcement musculaire de Catherine Gagné. Puis, si jamais, Émilie, tu as des entraînements de renforcement musculaire, on va en parler aussi. Mais dis-le moi sur Patreon. Quel service offres-tu? Ouais, Pardon? Quel service elle offre? Oui, ou quel qu'on service, puisse en parler. c'est ça. Donc, c'est ça. On est à Houston. On s'est fait un petit peu crosser par Air Canada. Oui, quant à moi, c'est de la crosse. Ils ont cancellé notre vol parce qu'ils disaient à cause de la température, qui était à 6h30 du matin pour aller à Toronto, puis ensuite Toronto-Houston. Ouais. Puis finalement, on s'est fait rebooker sur un vol à 6h du matin pour Toronto. Ben, en fait, non. Le vol a été cancellé. On a été avisé du cancel. Oui, pour là, cause de température. C'est ça, mais ils nous ont pas rebooké. C'est que là, en fait, on s'est fait rebooker. On on était avec Carl. Carl Oui, a téléphoné. Puis finalement, c'est ça. Ils nous ont rebooké à 6h le matin, qui est probablement le même vol, mais 30 minutes avant. Ouais, puis qui est finalement parti 30 minutes en retard. Fait que finalement, on est parti à l'heure prévue. Mais tu sais, si on n'avait pas appelé, si Carl n'avait pas appelé, puis tout ça. Ouais, je sais pas où est-ce qu'on serait. C'est je ça. sais pas où est-ce qu'on Quand on serait aurait en eu ce moment. l'avis de... Oh, ouais, c'est ça. Fait que c'est ridicule, tu sais. Ils nous font attendre. Je pense qu'il a patienté en ligne 50 minutes, 1 heure pour parler à un agent. Parce que eux, ça leur tentait pas d'avoir des vols à moitié remplis. Au final, c'est leur problème s'ils sont pas capables de booker leur vol comme du monde. Mais bon, dans le fond, pourquoi ils disent que c'est à cause de la température? C'est parce que de même, on peut pas faire de réclamation pour dommages. Parce que dans le fond, le but, c'était vu qu'il n'y avait pas assez de gens sur les vols, c'était de déplacer des gens sur un autre vol. C'est ça, ils nous ont tous chutés sur d'autres vols pour faire des vols bien remplis. Toujours plaisant. Mais tu sais, moi j'ai rien contre le fait de remplir les vols, mais qu'on pense. Moi j'ai payé pour un vol à 6h30. À la place, j'ai eu un vol à 6h que j'ai dû me lever une demi-heure, même 45 minutes plus tôt à cause d'horaire des bus qu'on avait. Puis en tout cas, du gros niaisage. Mais c'est surtout le fait que c'est ça, le mensonge, là, d'utiliser la raison de la température. C'est ça, c'est un pur mensonge. Ils font ça pour simplement. Mais bref, on s'est finalement. Rendu des délais aussi à Toronto, mais on s'est rendu autour de 1h30 à Houston. Puis là, on est au Best Western Plus à 1,4 miles du départ. 2 km à peu près? Ouais, autour de 2 km du départ. Donc ça va faire... moi, ça va être mon échauffement pour me rendre demain. Puis c'est ça, c'est excitant. Petite péripétie qui est arrivée... dans le fond, je fais partie du programme d'élite, donc je me suis inscrit, j'ai envoyé un courriel à l'organisateur d'élite, il m'a dit finalement congratulations, you're accepted in the field for a complimentary entry. Donc j'ai mon entrée complémentaire, gratuite, peu importe, dans le field des athlètes élites. Puis là, moi, j'étais tout excité. Je suis comme wouhou. Puis là, ça dit, il y a des petits détails un peu plus bas dans le courriel. Là, je lis un petit peu, voilà. Puis là, c'est ça. Là, le temps passe. Puis là, finalement, t'as Carl, justement, qui dit hey, je te vois pas dans la liste des participants. Pascal qui regardait tout le monde qui était inscrit, là. Ouais, puis c'est ça, on est mercredi. Mercredi de cette semaine. Donc, la course est le jeudi. Donc, on est. La course est dimanche. Donc, on est 4 jours avant. Puis là, je m'en vais revoir le courriel. Puis là, je vois que en bas du courriel, après plusieurs espaces, plusieurs lignes passées, il y a quelque chose qui dit Registration
enregistrement, puis il faut qu'on clique sur ça pour s'enregistrer. Puis je l'avais pas fait, puis la date limite c'était le 14 décembre. Fait que là, je capote ma vie parce que tout est booké. J'ai fait mon build-up de marathon, tout ça c'est fait. Fait que là, j'envoie un courriel, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Pas de réponse. Après un jour, là, j'envoie un texto, parce qu'il y avait le texto de l'organisateur des élites. Puis finalement, il m'a répondu 2 heures après, mais je stressais ma vie pendant 2 jours. J'essayais de voir, un jour en fait. Quelle solution utiliser. C'est ça, c'est ça, parce que c'était rempli, c'était même impossible de s'acheter des inscriptions. Non, puis là, on est allé chercher nos dossards hier, puis il fallait prouver notre identité, fait que tu n'aurais pas pu prendre le dossard de quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Fait que c'était très strict quand même, là, tout ça. Puis en tout cas, un gros merci à Jim Estes qui va écouter l'émission. Oui, c'est sûr qu'il l'écoute. On donne un petit shout-out à Jim Estes de Houston. Mais c'est ça. Grâce à sa générosité, il m'a envoyé un texto. Il disait tu vas recevoir un autre courriel. Finalement, j'ai pas reçu de courriel. J'ai écrit le lendemain quand on était à Toronto. Ouais, j'ai pas reçu de courriel. Il dit OK, va à Runner Services. Va voir, je sais pas, Sandra. Puis il dit que c'est Jim qui t'envoie. Ouais, c'est ça. Finalement, ça a fonctionné. Donc, un petit stress. Donc, la leçon. Bien lire les courriels des coordonnateurs élites quand ils vous en envoient un. Pas prendre pour acquis que tu es enregistré automatiquement. C'est ça. Même s'il dit on te donne une entrée, ça se peut qu'il faut que tu cliques sur de quoi. Donc c'est cela. Donc c'était un beau petit stress, mais finalement tout est bien qui finit bien. Ben excité, il fait beau, là, il fait autour de 16-18 degrés aujourd'hui. Demain il va faire 8-10 pour la course. Ouais. Donc ça va être assez parfait. Ben excité, un marathon rapide. C'est drôle, on a croisé Dana Pidereski hier en se rendant à l'expo. Donc, qui était aussi à Toronto. Qui était à Toronto. Elle qui vise à faire les standards pour les Olympiques qui sont autour de 2,26,50. 2,26,50. Donc, on lui souhaite ça. Mais c'était bien drôle, on marchait, puis là j'ai vu sa face, j'ai fait Dana. Puis, petite histoire cocasse, ma mère et moi avons déjà donné un lift à l'aéroport à l'époque qu'elle était venue pour le 21K Banque Scotia de Montréal. Okay. À l'époque que c'était le 21K ça, on l'a croisé par hasard sur le trottoir, là, en se rendant, en allant chercher nos dossards. Donc, c'est ça. Puis là, on est bien excités pour notre course. On a bien carb-loadé. On est allé au Olive Garden hier. Tu manges... C'est bien, Olive Garden, tu as des pâtes. Un plat de pâtes pour 13$, puis t'as de la salade à volonté, puis des pains, des breadsticks. Fait qu'on a mangé 2, 3, 4 breadsticks chacun, beaucoup de salade. Toi puis Carl, vous avez abusé de la salade un peu. Ben oui, c'est des légumes. C'est ça des bons légumes. Puis il y a le repas qu'on peut ramener aussi. Oui, pour 6$, tu peux avoir un petit repas d'extra, comme le plat de pâtes qu'on a eu, mais to go. Fait qu'on s'est pris ça va être notre souper à soir. C'est ça, on a abusé du déjeuner. On a le déjeuner gratuit au Best Western. Fait que là, on en a pris pas pire. Puis là, on s'est pris un petit peu plus pour avoir comme un dîner pour... des petits trucs à manger. Donc, puis demain matin, on n'en profitera pas tellement, là, pas avant la course, là, d'aller manger autant. Bon, on s'en prendra un peu pour notre dîner juste après, parce que dans le fond, notre vol est à 2h30. Donc, on fait notre course qui est à 7h. Donc, on va finir... Moi, je vais finir autour... Toi, tu vas finir autour de 8h30. Moi, je vais finir autour de... autour de 9h20 si tout va bien. Puis c'est ça, pas de temps de trop niaiser. On essaie d'être à l'hôtel autour de 10h30. Puis on devrait quitter l'hôtel autour de 11. J'avais pas évalué tout l'horaire, là. Maintenant que tu le dis, faudrait quitter l'hôtel autour de 11 parce qu'apparemment qu'il y a des délais dans l'aéroport en ce moment. Puis on va devoir passer... Ah non, les douanes, ça va être à Toronto qu'on va les passer. Donc c'est pas si pire. Donc ça va être juste la sécurité. Ouais, peut-être qu'on pourrait s'en tirer en partant à midi. Les douanes, c'est à Toronto? Ouais. C'est pas ici, non? Les douanes vont être à Toronto, ouais. Ça va être parce que les douanes américaines, on les a passées à Toronto aussi. C'est ça, ouais. Mais les douanes canadiennes, c'est pas d'ici. Non, ça va pas être ici. Okay. Ben non, pourquoi tu mettrais des douanes canadiennes à Houston? Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Fait que... Moi, je suis pas un habitué de l'avion. Fait que... mais c'est ça, mais il n'y a pas tant de Canadiens qui partent de Houston. C'est à Toronto, il y a beaucoup de Canadiens qui arrivent d'autres pays. Donc c'est ça, bien excité, objectif de mon côté. On va essayer d'aller chercher un PB, ce serait l'objectif B. C'est sûr, le build-up était pas parfait, mais j'ai quand même eu des bons workouts récemment.
un sale gros workout, 151 minutes, 2h30 à Marathon Pace plus 30. Donc j'étais autour de 3,56. Donc c'est comme mon Marathon Pace, mais un peu plus lent, plus 30 secondes du kilo. J'étais cassé après ça m'a fait 38,5 kilos. Donc bien cassé. Mais je pense que c'était quand même positif, somme toute. Les conditions étaient parfaites. C'était comme avant qu'il y ait la neige qui arrive. C'était mardi il y a 2 semaines. Mais t'as quand même été malade dans le temps des fêtes aussi. Oui, Tu sais, t'as pas eu un 3 mois d'entraînement loin d'être parfait. Là. C'était de la scrap, mais écoute, les dernières semaines ça a été correct. Et j'espère builder sur le marathon de Toronto, le build-up que j'avais fait pour Toronto, qui était pas non plus idéal, mais qui était correct. Sur le parcours rapide, des gens rapides ici. Oui. Ton mental, beaucoup, je pense aussi, tu peux vraiment puiser creux dans ton... quand c'est difficile, là, je pense que tu es capable de continuer. Puis, on va voir. Là, j'ai carb loadé à fond. En plus, j'ai acheté des petites gummies qui n'ont pas de gélatine, puis il n'y a pas de CBD non plus, de weed, là, juste des petits gommiers, des petites gummies, mais fait que ça, c'est le premier ingrédient, c'est du sirop de maïs. Mais ça, c'est des carbs purs et durs. Donc, on fait comme Annick Bessot nous recommandait, juste des cochonneries, que c'est juste du sucre pur. Pour puis on dort pas mal, on a dormi pas mal aussi. Oui, parce que là, on a à peine dormi dans la soirée de jeudi à vendredi, avec notre vol à 6h du mat. On s'est levé à 2h15. Ah ouais, on s'est levé à 2h15. Moi, j'ai de la misère à m'endormir, j'ai dormi peut-être 2 heures cette soirée-là. Fait que, on était crevés, on s'est couché à heure de Montréal, 9h, puis qui était 8h, heure d'ici. Puis en plein milieu d'un film qu'on écoutait. Puis on s'est levé à 6h heure de Houston, 7h heure de Montréal, pour comme s'habituer un petit peu à l'heure de réveil assez tôt de la course. On a mangé, on s'est recouché. Ouais, parce qu'on aime bien dormir aussi. Ouais. On dort, on récupère un peu de sommeil, puis on essaie d'être reposé. Pas de tourisme quand on se prépare pour une course. On n'a pas beaucoup de temps non plus. On veut pas marcher tant que ça non plus. Non, mais on réduit le temps de marche au minimum. On veut que les jambes soient fraîches. Petite sortie 15 minutes, 15 minutes. Parle pour toi pour marathon. Moi, quand j'ai fait marathon, c'est ça, mais demi-marathon, je le perçois pas de la même façon. Oui, c'est moins stressant. C'est moins stressant. Non, marathon, c'est une autre catégorie à part de préparation, vraiment. Tu sais, comme pour le carb loading et tout ça. Ouais. Toi, tu t'es pris une petite bière. Oui, moi c'est ça. Je me gêne pas pour ça. C'est vraiment pas la première fois là, que je fais un marathon le dimanche puis que je prends une bière ou même 2 le samedi. Là. Je suis pas stressé du tout avec ça. Moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est l'entraînement dans le temps des fêtes. Là. Pour de vrai, c'est la première fois, la dernière fois que je m'inscris à une course compétitive là, avec un objectif. Puis que l'entraînement, le pic de l'entraînement serait pendant les fêtes. J'ai trouvé ça trop difficile. Au niveau de l'horaire, là, ça c'est ça. Fait que, mais je l'ai essayé, mais ça va être la dernière fois. Puis sinon, moi, j'en parle de temps en temps à l'émission, mais moi, c'est les tendons d'Achille. Là. C'est un problème chronique depuis quelques années. Fait que comme à Toronto, ça va passer ou ça va casser. Casser dans le sens que quand ça devient trop douloureux, je suis obligé de ralentir. Fait que ça, on va voir. J'ai eu quelques entraînements là, où j'ai pas eu le choix de ralentir l'entraînement à cause de ça. Fait que on va voir. Là, je vais avoir 3 jours de repos complet. Pas de course. Fait qu'on va voir demain pour dimanche comment ça va se passer. Moi, j'aimerais bien, j'avais une 35-26, j'avais fait à Toronto. Ce serait le fun d'aller en bas d'une heure 35, mais je sais pas. Un petit PB sur un parcours très rapide. Ouais. Avec les souliers rapides aussi. Ouais. Je leur mentionne. Parce que si je réussis à faire ces temps-là, c'est grâce à ces souliers-là. Sinon, on rajoute 2 minutes. Donc, c'est ça. On se souhaite des bonnes courses demain. On souhaite aussi des bonnes courses. Il y a plusieurs personnes rapides qui sont là. On avait mentionné Dana Pidereski. Il y a Elissa Legault. Il y a Caroline Pomerleau. Patrice Labonté. On souhaite aussi bonne chance à Anouka Tremblay, la copine à Caroline, qui m'a souhaité bonne chance. Je souhaite bonne chance aussi. Elle, je pense que c'était le 5 kilos. C'était aujourd'hui, ça, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, bon, en espérant que ça soit bien passé dans ce cas-là. J'espère que j'oublie personne. Je pense qu'il y a Anne-Marie Comeau qui est Anne-Marie Comeau aussi, sur demi aussi, avec Caroline sur demi. Patrice, c'est sur le marathon. Ouais, fait qu'on aura un petit duel. Il y aura un petit duel, moi, Patrice. Patrice, je pense qu'il vise plus vite. Par contre, moi, objectif A, ça serait sub 2,20. Je pense Patrice, lui, apparemment, qui est en bonne shape, lui, il vise autour de 2,18 selon les choses que j'ai entendues. Peut-être que c'est de la bullshit. Mais c'est ça que j'ai... Ça me surprendrait pas non plus. Il est quand même... Il a déjà fait lui 2,21,10 peut-être à Toronto.
La même année que j'avais fait mon 2:21:20, j'avais failli le rattraper dans le dernier sprint, mais il m'avait vu venir puis il avait pas lâché prise. Donc, apparemment qu'il est en bonne shape, donc peut-être ça pour lui. Fait que on va voir. Je pense pas que je courrai avec lui parce que j'ai pas envie de me casser. Je veux vraiment aller à mon rythme pour départ. Marathon, il faut vraiment que tu ailles à ton rythme. Sinon, si ça casse. En fait, tu as mentionné tantôt objectif B, PB, mais toi, tu vas y aller avec un pace de quoi, 2,20? Pas un pace de, mettons, 2,21. Moi, je pense que j'irais en pace de sub 2,21, fait qu'une 10,30. Fait que faut encore que je peaufine ça. Là, on va voir avec les miles. On va essayer de convertir ça en miles parce que là, Houston, on a appris ça du chauffeur de taxi. C'est la 4e plus grosse ville aux States. Semblerait. J'espère que c'est des bonnes infos qu'il nous a données. Mais ça me surprendrait pas. Ça sans vérifier. Ouais, c'est une grosse ville. Il y a des gros gratte-ciel, donc ça pourrait interférer avec la montre. Donc on va pas faire la même erreur qu'à Toronto. On va essayer de regarder à quel temps on est selon les marqueurs pour vraiment savoir où est-ce qu'on en est. Et non se fier à notre montre. Et là, je pense pas qu'il y aura d'indicateur au kilomètre pour la course. Donc, il va falloir convertir en miles. Donc, on essaiera de se marquer ça peut-être au Sharpie. T'as-tu amené un Sharpie? Non. Moi, je pense que j'ai des petits crayons effaçables, mais c'est pas trop pratique vu que c'est effaçable, mais on verra si ça peut écrire sur notre main. Pour savoir à quel marqueur on devrait être rendu à quel temps selon nos objectifs. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Ouais, parce que sinon, il faut juste tu te fies au marqueur du demi-marathon, mais je pense que c'est mieux de... Ouais, je pense que c'est mieux de savoir... si tu as un objectif en bas de 2 heures. Au moins, on peut se dire 13.1, c'est le demi. Fait que la moitié du demi, ça va être... normalement, ce serait à 10. 6.6. Environ 6.6. On pourrait avoir une idée selon est-ce qu'on est au bon pace pour la moitié du demi. Sauf qu'on ne sait pas c'est quoi les marqueurs qu'ils utilisent sur le parcours. C'est au 1.5, je pense. Non, c'est au 1. Ça devrait être au 1. Okay. Il y a des stations de drink au 1.5. Donc, au 1.5 miles. 1.5 miles à partir de 2 miles. Donc, pour en revenir à ceux qui font la course, Anne-Marie Comeau et Caroline aussi risquent d'être une belle compétition. Je pense qu'il y aura de la compétition. Ouais. Qui peut l'emporter? Selon moi, sur papier, Anne-Marie Comeau. Mais est-ce qu'elle est blessée? Parce que mais en même temps, quand elle est blessée, souvent elle prend pas part aux courses. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est trop blessée, puis là, peut-être un peu blessée? Peut-être qu'elle est pas du tout blessée, puis qu'elle est en bonne shape. Caroline Pomerleau, par contre, elle a la fougue de la jeunesse, des débuts en course. Oui, ça fait un petit bout qu'elle court, mais ça fait pas très longtemps qu'elle performe. Donc, elle peut avoir ce petit aspect-là de juste de grinder puis de juste vouloir battre Anne-Marie Comeau. Anne-Marie Comeau, elle, ça doit être plus par principe de non, je vais finir devant elle, tu sais. En même temps, Anne-Marie Comeau, je pense qu'elle est plus là sûrement pour un temps. Je sais pas, en fait. Probablement, là, tu vas à Houston pour faire un bon temps. Mais c'est sûr, ça va être intéressant. C'est pas gagné d'avance pour Comeau. C'est sûr, sur papier, ça devrait être elle, selon ses records personnels. Mais tout peut arriver à une course dans un demi-marathon. Donc, à voir, à suivre. Ça va être intéressant à suivre. Ça. Puis, shout-out aussi à Michael Lacasse, qui est dans l'équipe Team Hébert, qui nous écoute, qui est ici aussi. Fait qu'il va faire un marathon. Il était dans le spot tantôt. Oui, avec Carl qui devrait faire le demi. Puis, Paolo aussi, qui est quelqu'un d'équipe Team Hébert, qui est ici, que j'ai rencontré pour la première fois, donc shout-out. Cool. On va parler de nos stats pour 2022, nos statistiques. Ouais. On a sorti un petit peu moins d'épisodes. 41 épisodes au lieu de 51. J'ai eu un hiver 2022 très occupé là, avec la maison et tout. Fait qu'on a sauté. Il y a eu une longue période qu'il n'y en a pas eu, effectivement. Fait que 41 épisodes au lieu de 51. Ouais. On a eu 27 000 écoutes audio. Ça, c'est sans compter le vidéo. Parce que vidéo, c'est pas trop fiable parce que c'est un view, je pense, c'est une vue sur une vidéo, c'est comme il faut qu'il ait écouté 5 ou 10 secondes. Fait que ça veut pas dire grand chose. Mais donc 27 000 versus 33 000, je pense que c'est un peu mieux techniquement si on compare parce qu'on a eu 20% d'épisodes 20% d'épisodes de moins, mais 6 000 de moins sur 30 000 mettons de moyenne.
Ça équivaut à 20%. Ça équivaut à 20%. C'est à peu près la même chose. C'est ça. Donc, même ratio. C'est ça. Vous êtes quand même beaucoup à nous écouter. Je regardais les statistiques par épisode. On a plusieurs épisodes à 600, 700 écoutes. Fait que c'est quand même impressionnant quand on voit ça. Pour se dire, on est juste 2 dudes qui enregistrent ça dans un hôtel ou chez nous. Donc, merci de nous écouter. Ou à distance. C'est ça. Souvent chez nous à distance. Ouais, parce que sur YouTube, ça donnait 2100 heures d'écoute comparativement à 2500 à l'année passée. Fait que c'est vraiment en fonction du nombre d'épisodes. Là, Donc, j'imagine on a souvent des nouveaux, on a sûrement certaines personnes qui quittent après un certain temps, mais en moyenne, ça reste assez stable. Merci de nous écouter, merci de continuer à nous encourager, les Patreons, beaucoup, parce que c'est sûr, des fois c'est dur de trouver la motivation de faire ça quand on pourrait être en train de manger des bonbons ou d'écouter un film. Mais c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous et d'avoir vos réactions. Sinon, qui le ferait? T'sais, si on arrête, qui le ferait? Qui ferait les nouvelles des podcasts? Mais les nouvelles de la course. Les nouvelles de la course. On est les seuls. Puis on reçoit des gens aussi qui ne sont pas nécessairement reçus à d'autres podcasts. Oui, il y en a qu'on reçoit qui sont reçus à d'autres podcasts, mais certains que non. Donc... nos standards sont plus bas. Non, c'est une blague. Mais la façon que tu dis ça sonne de même. Il y en a des personnes qui ont d'autres podcasts, ça passerait pas. Mais pour dire Raoult, tabarnak, personne va... Mais nous, on va le recevoir. Mais tu sais, il y a beaucoup de podcasts qui sont plus axés trail aussi. Oui, c'est ça. La majorité des podcasts, des podcasts de course au Québec, c'est en trail. Course sur route, même piste. Fait que on est pas mal les seuls. Un beau créneau. Ça. Donc, je te laisse y aller. Félicitations à Jessie Lacourse et Olivier Desmeules qui sont nommés les athlètes du mois de décembre par la Fédération québécoise d'athlétisme. Jessie qui a établi un nouveau record du Québec en salle aux 5000 mètres, c'était le 3 décembre à Boston. On en avait parlé, elle avait fait une performance de 15 minutes 47-54. Olivier, quant à lui, il a établi un nouveau record du Québec, puis par le fait même, en fait, c'est plus un record canadien U23, puis par le fait même, naturellement, un record du Québec. Aux 600 mètres en salle, c'était le 10 décembre en Pennsylvanie. C'était une performance de 1:16:63. Avec cette performance, Olivier a fait tomber sur le record canadien U23 qui était anciennement détenu par Brian Thompson, c'était de 1:17:06. Donc quand même 1:16:63, c'est une demi-seconde, un peu moins qu'une demi-seconde de moins. Brian Thompson, il avait le record depuis 1985. Un vieux record, presque 40 ans. Ouais. Cette impressionnante performance le positionne aussi comme le détenteur du record québécois senior, anciennement détenu par Alexandre Marchand, 1:17:26, c'était depuis l'an 2000. Donc, très fort. Bravo à Jessie et Olivier. Une publication aussi de la fédération qui mentionnait nous sommes ravis de vous annoncer que 4 entraîneurs québécois sont nommés pour encadrer diverses équipes nationales en 2023. Donc les compétitions nationales, les dates, les compétitions, c'est sorti récemment. C'est un honneur d'avoir des représentants de talent pour supporter des athlètes qui participeront à des compétitions aux 4 coins du globe. John Lefranco, qui va être au championnat du monde de cross-country en Australie, c'est en février. Alfredo Villars-Bafi au championnat du monde universitaire en Chine en juillet 2023. Félix-Antoine Lapointe et Fabrice Ukae qui vont être au championnat du monde d'Hongrie en août 2023. Donc on leur souhaite un excellent mandat. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Alfredo Villars-Bafi, ceux qui ont déjà participé à des compétitions d'athlétisme au Québec, qu'il fallait aller sur AVS Sport. AVS, Alfredo Villars-Bafi. Okay. Donc c'est lui qui a créé le programme, puis c'est pour ça qu'il l'a nommé AVS, après les initiales de son nom. Puis John Lefranco, bon petit shout-out, c'est mon coach chez Vainqueur Plus. Lui, il est arrivé d'assez malheureux le 11 janvier, il y a 3 jours. Il courait, il est tombé sur la glace et il a explosé sa patelle? Sa rotule. Sa rotule. Ouais. Donc, shattered, c'est ça le terme. Donc, c'est ça, vraiment en 1000 morceaux. Peut-être pas en 1000, mais vraiment plusieurs morceaux. Donc, on souhaite qu'il puisse quand même s'y rendre. Il y a eu des scans, puis là, il y a 2 semaines, je pense que c'est 2 semaines qu'il faut vraiment qu'il fasse attention, puis après ça, vraiment du repos, donc pas de course.
mais j'espère qu'il pourra bientôt quand même marcher puis que ça va pas l'empêcher d'aller représenter le Canada comme entraîneur-chef au championnat du monde de cross-country. Puis je pense que c'était entraîneur-chef qui avait comme titre pour ça, si je me trompe pas. Je sais pas. Mais il me semble que c'était ça. Donc, ouais. OK. Caroline Côté, qui cette semaine a complété son défi de la traversée de l'Antarctique. Bon, on s'entend que c'est pas à la course, là. C'est en ski de fond. Mais Caroline, qui est vraiment une coureuse, une ultra-coureuse assidue. Donc, elle a fracassé le record qui était anciennement, de mémoire, 38 jours. Je vais ouvrir l'article bientôt, là. Dans le fond, elle l'a fait en 34 jours, 2 heures 53 minutes. Elle l'a démarré le 29 décembre, c'est un vendredi, terminé le 11 janvier, mercredi dernier. Donc c'est ça, vraiment fracassé le record. C'était le fun parce que sur son site, qui est caroline-côté.com/expédition, il y avait des courtes capsules audio qu'elle faisait 1 à 2 jours. Donc ça permettait d'avoir son feeling au fur et à mesure qu'elle avançait. Vous pourrez aller les écouter si ça vous intéresse. Donc en général, je dois dire que ça allait quand même très bien. Il y avait beaucoup de vent. Des journées, elle a eu quand même, on pourrait penser que toutes les journées c'était très très froid, mais non, elle a eu quand même des journées assez confortables, d'autres très froides. C'est quoi confortable? C'est une bonne question. Pour de vrai, je sais pas. Je saurais pas quoi dire. C'est-tu moins 15, c'est-tu moins 10, c'est-tu moins 20, je sais pas. Mais il y avait vraiment beaucoup de vent, toujours. Elle n'avait pas de fatigue intense, ni de bobo. Parfois des difficultés à respirer. Parce que avec le vent, surtout quand tu l'as de face, là, moi en tout cas, ça m'arrive, là, t'as de la misère à respirer avec le vent intense. Là. Elle avait ça. Dans le fond, elle, ses journées, c'est sûr que c'était très, très ennuyant là, quand même. Là. Elle s'ennuyait de ses gens, mais elle se concentrait sur avancer, manger, réparer ses trucs, puis dormir. Réparer comme son équipement? Oui, il y a assez rapidement... réparer son équipement. Assez rapidement, il y a un de ses skis qui a eu une défectuosité qu'elle a dû réparer. Puis, c'est ça. Puis peut-être d'autres équipements comme ça, parce qu'elle pouvait pas tout traîner en double. Là. Le but, c'était de voyager le plus léger possible. C'est tes affaires. C'est ça. Puis, tu peux pas traîner deux trucs en disant s'il y a un bris, je prends l'autre. Là. Fait que non, il fallait qu'elle répare des choses. Donc, je vais prendre suite à naturellement, son exploit, il y a des articles qui sont sortis, dont l'article sur la presse. Donc, c'est ça. En fait, un truc qu'on a appris pendant son expédition, c'est que son mari, Vincent Colliard, qui est un chef d'expédition aussi, ça a donné qu'il y a une expédition qui faisait... C'est ça, il était chef d'expédition pour une autre expédition, puis ça a donné qu'il terminait au pôle Sud, exactement, dans le fond. Les gens qui accompagnaient pour cette expédition-là, il allait terminer, puis Caroline allait arriver. Fait que dans le fond, elle a rejoint son mari sur place, là. C'est assez extraordinaire, là, c'était quoi les chances que ça arrive, là, être là au bon endroit au bon moment. Fait que ça a dû être assez extraordinaire pour elle de le rejoindre sur place. Dans le fond, il devait faire cette expédition-là bien avant, mais à cause de la COVID, ça avait été retardé, puis ça a été planifié pour le faire à ce moment-là. La fin de son parcours a été assez difficile parce que dans le fond, l'altitude au pôle Sud, c'est 2800 mètres. Fait que, puis elle est partie à un niveau, je crois, au niveau des côtes, là, fait que ça devait être pas mal à zéro, là. Peut-être, fait qu'elle a eu quand même une grosse ascension à faire, puis on sait que l'oxygène, tout ça, ça peut être manquant. Fait que les derniers jours ont été très, très, très difficiles. Mais c'est ça. Fait qu'elle s'est rendue au bout comme ça. C'est vraiment incroyable, là, une telle... performance de durée, d'endurance. Ouais. C'est quelque chose elle c'était la première femme en termes de record? Ou c'est record en fait, tout sexe confondu? Non, c'est en féminin et solitaire, dans le fond. Le but, c'est entièrement solitaire. Puis là, c'est pour ça que je voulais trouver l'article pour voir l'ancienne marque. Mais il me semble que c'est ça, c'était 38 jours. Et puis... Donc... En parlant de défis d'endurance, de gros millage, je vais dire que le prochain défi... oui, Johan Rock qui a annoncé son défi, son prochain défi. Donc, tu l'avais reçu à l'émission là, après son Percé Montréal. Tu l'avais reçu à l'automne 2020.
Oui, c'est ça, 2020. Fait que son défi Percé-Montréal, c'était un 1100 quelques kilomètres. Il avait fait ça en 14 jours. Au départ, il pensait le faire en 9 jours. Finalement, il avait ralenti un peu, réduire le nombre de kilomètres par jour. Il l'avait fait en 14. Fait que là, il voulait quelque chose de gros, naturellement de plus gros. Lui, son but, c'est toujours de tester ses limites, à l'atteindre, parce que jusqu'à présent, il ne l'atteint jamais. Fait qu'il veut, il veut vraiment atteindre ses limites. Donc, son nouveau défi qui va démarrer en février qui s'en vient, ça va être 8000 km. Il va partir de la pointe complète de la Floride, qui est les Keys, dans le fond. C'est plein de petites îles. Donc, il va partir des Keys, puis il va remonter jusqu'au bout de la Gaspésie, au bout du sentier GRA1 qui se termine au parc Forillon, il me semble que c'est ça. Donc, ça va donner un trajet de 8000 km. Il se donne approximativement 5 mois, puis ça pourrait être plus. Tant mieux si c'est moins. Ce qui donne une moyenne là, de 52 km par jour, mais il ne s'en tiendra pas à ça. Dans le fond, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être en déplacement pendant 12 heures. Donc, à tous les jours, se déplacer pendant 12 heures. Puis, après ça, prendre l'autre 12 heures pour c'est ça, se reposer, puis manger, aller manger, puis dormir et tout ça. Donc, j'en parlerai pas plus à l'émission parce que dans le fond, on va le recevoir là, dans quelques jours. Fait qu'on va avoir vraiment une émission dédiée pour lui avec une tonne de questions. C'est tout un défi. C'est un défi de débile. Débile. Toi, t'as regardé ça récemment? Puis tu y écrivais des messages, tu étais comme ouais. Non, mais t'es-tu malade? Genre, tu disais genre tu vas mourir. Ouais. En fait, je vends un peu la mèche, mais j'ai passé par diverses phases de tu sais, comment. Je sais pas comment on dit, tu sais, quand t'as les phases de déni, du deuil, l'acceptation, tout ça. Tu sais, j'ai vraiment. Fait que sur le coup, quand il m'a annoncé ça, parce que je l'ai su un petit peu à l'avance parce que ça l'a donné qu'on s'est parlé au téléphone, puis. Fait que quand il m'a annoncé ça, ça a comme fait « Hey, je suis super excité, c'est vraiment hot. » Puis là, après ça, c'est comme la crainte, puis tout ça. C'est quoi qu'il va faire, puis là, t'es comme « mais attends, c'est débile. » C'est malade, là, j'ai commencé à craindre. Puis après ça, le déni, ben non, ça se peut pas qu'il fasse ça. Puis là, ça devient l'acceptation, là. Fait que, non, mais... mais c'est parce qu'aussi, j'ai relu, j'en ai profité pour relire son livre, surtout vu qu'on le reçoit à l'émission, tu sais, fait le deuxième? Son deuxième livre, ouais. Puis... dans le fond, à la fin de la dernière portion de son deuxième livre, il parle de son Percé-Montréal. Puis, tu sais, il indique assez rapidement, dès la deuxième ou troisième journée, que ça ne tente pas. Il trouve ça difficile de se lever le matin. Puis, il va avoir le temps que ça ne tente pas pendant son 5 mois. Tu sais, il a fait ça pendant 14 jours. Puis dans son livre, la façon qu'il le décrivait, tu te dis, voyons, pourquoi qu'il s'afflige de ça? Tu sais, puis là, il va le faire pendant 5 mois. Ben, c'est ça, mais on va le recevoir à l'émission. Ça va être super intéressant. Mais première question, es-tu sadomaso? Oui, c'est ça, t'es-tu malade? Mais non, il est vraiment, il est très zen, il a hâte que ça débute, puis c'est toute une affaire, ouais. Cool. On passe très vite fait, je voulais survoler, j'ai vu un article de Strava sur les statistiques et tendances de l'année 2022. Puis bon, Strava qui dans cet article, avec toutes les données qu'il compile, il mentionne il y a eu vraiment beaucoup plus de marathons courus en 2022. Ils sont comme ça doit être que les gens sont plus motivés à courir des marathons, mais je regarde, on voit les pays, par exemple au Netherlands, donc ça c'est les Pays-Bas, tu as eu 3,7 fois plus de marathons courus, en France 2,9, en Espagne 2,7, Italie 2,6. C'est tout en Europe. Beaucoup en Europe, c'est ça. Au USA, quand même 2 fois. Canada, il ne le mentionne pas. Une chose qu'il oublie de mentionner, c'est il y avait combien de marathons qui ont eu lieu en 2022 versus en 2021. Plus, ouais. En 2021, que c'était encore, il y avait encore beaucoup de pays que c'était fermé, qu'il y avait que juste ça prend 1 an d'avance, beaucoup de mois là, pour préparer un marathon, surtout un gros marathon de grosse envergure, où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de participants qui vont augmenter ton compte de participants qui finissent des marathons. Fait que, quant à moi, est-ce que c'est qu'il y a tant de personnes de plus qui veulent faire des marathons? Non. Quant à moi, il y a eu un boom pendant la pandémie parce que les gens n'avaient rien à faire d'autre. C'était comme la seule activité que tu pouvais faire, sportive. Ben, un boom de gens qui faisaient des courses, mais pas des marathons. Ben, qui faisaient de la course. Ouais, c'est ça, pas des courses, mais de la course. C'est ça.
Mais c'est ça, pas des Pas des marathons. marathons. Mais oui, est-ce que tous ces gens-là ont continué? Pas nécessairement, mais je pense que certains, oui. Certains ont découvert ce plaisir-là. Mais après ça, si tu veux faire un marathon, très peu de gens vont faire un marathon par eux-mêmes. La plupart vont devoir s'inscrire à une course. Puis ben, c'est quoi la différence entre 2022 et 2021? Ben, en 2022, là, il y avait beaucoup de marathons qui ont eu lieu. Toronto, c'était la première fois que ça a eu lieu depuis la COVID, en 2022. Houston, 2021, à Houston, il n'y en avait pas eu. C'est ça. Fait que, au final, le mot d'ordre, c'est plus les courses ont eu lieu, donc les gens ont pu les faire. Donc, c'était un peu juste ça que je voulais mentionner. Puis tu regardes aussi les pays où est-ce qu'il y a vraiment eu le plus gros boom. Je mentionnais beaucoup de pays en Europe où est-ce qu'ils ont été fortement touchés. Je ne sais pas à quel point les Pays-Bas étaient touchés, mais la France, l'Espagne, l'Italie, qui étaient les plus touchés au début, ben, c'est des pays qui ont eu les plus grosses restrictions. Donc, les courses ont le moins eu lieu en 2021. Donc, logiquement, si en 2022, tu permets à plusieurs courses d'avoir lieu, ben, tu vas avoir proportionnellement une plus grande quantité de courses. Ouais. Aussi, il mentionnait les gens couraient plus en groupe, du moins en groupe de 3 et plus, les gens faisaient plus de distance versus tout seul. Mais je pense que c'est un fait connu, c'est l'effet de l'entraînement de groupe. Plus vous êtes nombreux, plus ça te motive à faire de la course. Un autre petit truc intéressant, rien de surprenant, mais c'est le fun de voir la confirmation de temps en temps. Je te laisse continuer. Ouais. Un nouveau record du monde, c'est celui de Sean Tobin. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Sean Tobin. Sean. Oui, mais Sean, ça s'écrit S-H-A-W-N. Ben, c'est une autre façon, mais c'est comme ça, c'est comme Sean Paul. Sean Paul, c'est S-E-A-N. Okay, mais j'avoue, quand j'étais jeune, j'avais le même réflexe que je pensais que c'était Sean Paul. C'est ça. Mais j'ai appris. Je viens d'apprendre que chez Sean. Ben, je me suis dit, ça peut-tu être Sean? Ben non, c'est pas écrit Sean, c'est écrit Sean, mais bon. Mais moi puis mon anglais. Donc, Sean Tobin, vainqueur de l'Antarctic Ice Marathon, donc un marathon en Antarctique. Ça a été complété c'était au mois de décembre parce que j'ai vu ça a été complété mercredi. Je me suis dit, as-tu fait ça la même journée que Caroline a finissé? Mais bon, pas de ça partout. En 2h53 33 sous une température de moins 15 degrés, un parcours enneigé et glissant, 4,07 de moyenne, donc c'est le marathon le plus rapide couru par un homme en Antarctique. Autre record, celui de Dominika Stelmach, qui a brisé le record du 12 heures, donc le plus de kilomètres, dans le fond, en 12 heures. Elle a fait en 152,63 kilomètres. C'était le 5 janvier dernier. L'ancien, ce qui donne un pace de 4,44 par kilomètre pendant 12 heures quand même. L'ancien record était de 149,13. Donc, elle l'a battu de 2,5 km. C'est ça. Donc, Dominika Stelmach qui est de Polish. Donc, la Pologne. C'est ça? Oui. Pologne. Polonaise. Donc, maintenant, on a la World Athletics qui a ratifié un record, un premier record canadien par une femme trans. Donc, c'était anciennement un homme qui a transitionné vers la femme, Tiffany Newell, qui fait un record pour les 45-49, les femmes 45-49 de 5000 mètres intérieurs. C'est le premier première fois pour une femme trans dans un événement de piste. Donc, je ne sais pas si il y en a déjà eu un pour un événement de pelouse, peut-être au lancer du poids, par exemple. Donc, c'est ça. Ça a été confirmé. Le temps, 18:02.3. C'est pas particulièrement rapide à la base, ce record-là. Pour 45-49. Ben, c'est ça. Peut-être pour 45-49, c'est correct. Mais c'est ça, tu compares... Jessie Lacourse, le couru sub 16, je pense. Ouais. Son dernier temps, c'est quoi qu'elle a fait déjà? 15...
15,47. Donc, tu sais, ça donne une idée. Oui, Jessie Lacour, c'est un haut niveau. C'est même pas la meilleure Canadienne en ce moment. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, mettons que tu commences à perdre un peu de vitesse aux 5000 mètres à partir de 35 ans. Donc, c'était pas un record incroyable à la base, mais tout de même un record. C'est souvent les records chez les vétérans. Chez aux Québécois, j'ai l'impression qu'au Québec, on les chasse un petit peu plus, ces records-là, qu'au reste du Canada. Mais peut-être que je me trompe. Et bon, pour ceux qui se demandent, fallait quand même, il y avait quand même plusieurs requirements, donc plusieurs règles pour pouvoir... Prérequis. Plusieurs prérequis pour pouvoir compétitionner chez les femmes quand tu étais anciennement un homme. Donc, il faut tout d'abord avoir signé une déclaration au manager médical. Manager, c'est... gestionnaire. Bon, gestionnaire général de la World Athletics qui confirme que tu es maintenant une femme. Puis il faut avoir la reconnaissance légale, par exemple sur ton passeport ou ton permis de conduire. Tu dois t'assurer que tu as une quantité de testostérone dans ton sang de moins que 5 moles par litre pour une période de 12 mois. C'est ça. Pour la moyenne des hommes, c'est 7,7 à 29,4 moles par litre. Pour les femmes, c'est 0,2 à 1,68 moles par litre. Donc, c'est quand même plus élevé de beaucoup que les femmes. Je sais pas, j'imagine peut-être que quand tu es une femme trans, c'est vraiment plus difficile de maintenir en bas de 5. J'imagine aussi qu'ils ont des études qui montrent que ça fait pas de différence. Du moins pour la course à distance. On sait qu'il y avait Caster Semenya que malgré tout, qui voulait pas réduire son quantité de testostérone et qui, à cause de ça, elle pouvait pas courir pour le 1500 ou le 800 qui était sa distance. C'était le 800. Mais elle pouvait courir aux 5000 mètres. Même sans baisser sa testostérone. Je sais pas, elle était à quoi sa testostérone. On sait que Caster Semenya, c'est pas une femme trans, c'est une femme qui est née comme un hippocampe. Là, c'est quoi déjà? C'est androgyne. Androgyne, ouais, androgyne. Là, que tu as les deux, les deux sexes, dans le fond. Mais elle était plus femme comme, là, du moins quand même au look, puis je pense... Non, androgyne, ça dit que c'est l'apparence ne permet pas facilement de déterminer si c'est un homme ou une femme. Oui, donc il y a un autre. Oui, il y a l'autre terme. Va voir sur son nom, le Caster Semenya, ça va écrire sur sa page Wikipédia ou quoi. Mais c'est ça, qui étaient des intersexes peut-être, ou non, en tout cas, des deux sexes. Mais bref, pour revenir au cas de Tiffany Newell, finalement le troisième prérequis, il faut garder la concentration en bas de 5 moles par litre pour maintenir son éligibilité. Il utilise le terme hyperandrogène ou intersexe. Ah, ok. Bon, on n'était pas si loin. Donc, on sait que ça fait beaucoup de controverses. Personnellement, dans cette situation-là, je pense pas qu'il y a trop de problèmes de toute façon. C'est pas... De toute façon, le record à la base n'était pas si fort que ça. Après ça, si tu maintiens en bas de 5 moles par litre, j'imagine qu'ils ont fait leur recherche. Scientifiquement, ça doit être prouvé. Ouais, que ils doivent avoir fait Mais c'est très difficile de dire scientifiquement c'est prouvé parce qu'au final, c'est des humains qui font des recherches que selon comment bien la recherche est faite, tu vas trouver de quoi. Mais est-ce que se trouver de quoi, comment tu détermines que telle quantité de testostérone va augmenter la performance? Il y a tellement de choses qu'on sait pas, qu'on n'est pas certain parce que comment tu fais une étude tout d'abord auprès d'athlètes de haut niveau qui sont un si faible échantillon de la population? C'est dur de faire des études très crédibles. Fait qu'au final, ça reste beaucoup de jugement d'experts. Puis après ça, c'est très facile de trouver un expert qui va fitter avec ce que tu veux. Fait que tu peux chercher pour trouver l'expert qui va te donner la définition que tu veux. Mais bon, au final, c'est sûr, moi j'y crois aux personnes qui sentent qu'ils sont une femme dans un corps d'homme puis qui veulent faire le changement. C'est ça. Sauf que, on sait objectivement parlant que si tu es un homme qui devient une femme, tu peux avoir des avantages quand même physiques qui vont faire en sorte que tu as passé, que tu peux être un peu plus performant. Tu as passé 20, 25, 30, 35 ans
de ta vie avec les avantages d'être un homme, qui sont souvent principalement des avantages pour la plupart des sports. De performance. C'est ça. Donc, c'est ça. Est-ce que tous tes avantages te quittent? Est-ce que ton ossature te quitte? Ta musculation. Ta musculature? Tu vas peut-être en perdre une partie en limitant ta testostérone, mais est-ce que ça te quitte tout? On ne sait pas. Donc, c'est un gros débat. Mais je doute, au final, je doute fortement. Je suis à peu près certain qu'il n'y a personne qui va changer de sexe juste pour aller gagner des médailles chez les femmes. C'est ça. Je sais qu'il y avait une parodie sur South Park de ça, qui riait un peu de ça. Au final, je pense pas que les créateurs de South Park ils sont contre ça. Je pense qu'eux ils font juste pour blaguer. Ouais, mais c'était un épisode, c'était quand même drôle l'épisode. C'était comme, je pense, c'était de la lutte. Puis là, c'était une femme, un homme mais qui s'identifiait comme femme. Puis là, il pétait toutes les femmes à la lutte. Là, mais c'est plus pour. Mais au final, est-ce que ça existe, ce monde-là? Oui, il y a du monde weird dans la vie, il y a du monde qui triche pour des niaiseries puis tout ça, mais de là à modifier ton sexe que pour ça, je pense pas. Je pense vraiment. Donc, c'est cela. Ensuite, attends, on était rendu où? NBA Star. Oui. Donc, Donovan Mitchell, qui est un joueur de basketball quand même de première classe. C'est vraiment... il est très fort. Récemment, d'ailleurs, il a fait 71 points dans un match, ce qui est énorme. C'est un record. Pour penser. C'est pas un record. C'est pas un record. Le record, ça appartient à Wilt Chamberlain. C'est au-dessus de 100 points. Ça, c'est dans les années que c'était beaucoup moins compétitif, la NBA, par contre. Là. Ça doit être un record des temps modernes, peut-être. C'est un record de franchise pour les Cavaliers de Cleveland, l'ancienne équipe de LeBron James. Mais lui, dans le fond, il a parlé un petit peu... il a crédité ses entraînements de piste pour sa partie où est-ce qu'il a fait 70 points. Donc, c'était un ancien... Est-ce que c'est un ancien athlète de piste? Je pense pas, mais je sais, il fait... Donc, son entraîneur lui fait faire beaucoup de 50 mètres, de 100 mètres, des 200 mètres, des 400 mètres. Lui-même, il est capable de faire un 57 secondes pour 400 mètres. Il est quand même, c'est aucunement du haut niveau en termes de piste si on parle au niveau national. Mais, il y a peu de gens qui sont capables quand même de faire un 57 secondes. Même de faire en bas de 60 secondes, il faut quand même être assez en bonne forme, puis c'est difficile. Donc, c'est ça. Lui, il a donné le crédit à ça. Puis, je pense en effet, il y a beaucoup d'avantages à ça de faire des sprints, de pratiquer un petit peu des sprints. Si tu vas pratiquer l'explosion, c'est du renforcement musculaire de puissance. Puis, ça a son utilité pour aller vraiment chercher du pic, de la force à ton pic. Lui, il trouve que ça l'aide aussi pour l'endurance en fin de partie. Lui, il disait, je pense que quand on regarde, il faisait beaucoup de répétitions, par exemple. C'est ça, il parlait de plusieurs répétitions. C'est ça, il trouvait que c'est une partie qui est quand même allée en prolongation là, pour aller chercher 70 points. Mais il disait en fin de partie, il trouvait qu'il y avait un avantage par rapport aux autres joueurs. Qui était un petit peu plus encore frais. C'est le 7e joueur de l'histoire de la NBA à faire plus de 70 points dans une partie. Donc, si vous voulez être bon au basket, faites des sprints aussi, faites de la course, ça pourra peut-être vous aider. Alors, je pense pas que tu es bon au basket juste en faisant ça, mais ça peut être un élément. Aucunement. Mais si tu veux être meilleur en fin de partie, moi je suis quand même le basket, donc c'était quand même impressionnant. 70 points. Là, si tu dis que c'est juste la 7e fois, c'est pas beaucoup, c'est pas arrivé souvent. Là, moi je suis sûr qu'il y a plein de records qui datent de l'ancien temps, Wilt Chamberlain et compagnie, que le niveau était aucunement où est-ce qu'il est aujourd'hui, avec des joueurs super de plus en plus c'est tous des super athlètes maintenant. C'est ça. Donc, bon, un autre cas de dopage. Ouais, les cas de dopage. Veux-tu y aller? Ok, allons-y. Moi,
Ça te démoralise Ben, trop. je les ajoute au keep, mais Ouais. effectivement, c'est démoralisant. Donc, Diana Kipioke, une autre femme, c'était l'ancienne gagnante du marathon de Boston en 2021 qui perd son titre. Elle a un ban, une sentence de 6 ans, une sanction de 6 ans. Il ne pourra pas courir. Le titre va donc à Edna Kiplagat pour la victoire en 2021. Donc, elle a testé positif pour un échantillon qu'elle avait donné tout de suite après le marathon de Boston. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps que ça. Ils ont trouvé la présence d'un métabolite de triamcinolone acétonide, un anti-inflammatoire qui est banni. Puis elle a aussi donné, elle a donné des fausses informations, donc de la fausse documentation qui disait qu'elle venait d'un hôpital, peut-être pour expliquer cela. Donc c'est ça qui explique pourquoi elle a 6 ans au lieu de 4, qui est la sentence normale. Donc elle n'a pas aidé son cas d'essayer de falsifier tout ça. C'est pas génial. C'est la deuxième gagnante du marathon de Boston de perdre son titre. Après Rita Jeptu qui l'a perdu en 2014 après avoir échoué un test. Ensuite, on a d'autres cas. Oh oui, falsification. Ça, en fait, c'est en lien avec ce que tu Ouais. disais dans le fond, c'est qu'ils ont faussé des documents pour ça. Donc, le bannissement est plus long à ce moment-là. Ouais. Mais Ouais. c'est pas, je crois que c'est pas la même. Non, c'est ça. Donc là, c'est l'AIU, donc l'unité d'intégrité de l'athlétisme, qui a donné des sanctions lourdes pour Diana Kipioke. C'est pas elle qu'on vient de parler? Oui, ben je pense Ok, effectivement Diana c'est la Kipioke même. puis Purity Riono Repo pour utilisation de substances illicite, mais aussi falsification. Donc ça empire. Elle, c'est Purity, c'est pour 5 ans. Donc, ça empire ton cas quand tu essaies de falsifier. En effet, c'est tout simplement logique. Tu veux punir ceux qui essaient de falsifier puis qui rendent la tâche plus difficile. Parce qu'en effet, ça a pris plus de temps pour qu'ils se fassent prendre, possiblement à cause des faux documents. Si tu veux, je peux y aller. Dans le fond, c'est Ouais. le directeur australien de l'unité d'intégration d'athlétisme, donc ce que tu mentionnais, l'AIU. Ouais. C'est Brett Cloutier, je sais pas comment le mentionner, Cloutier. Naturellement, la première motivation, c'est d'ordre financier là, pour tout le dopage au Kenya. Là. Ben oui. Donc, c'est ça. On lui a posé la question, là, comment expliquez-vous l'explosion des cas de dopage au Kenya? Ah oui, ça explose en ce moment. Beaucoup de Kenyans qui se font prendre. C'est ça. Le point de départ, c'est que les marathons offrent de nombreuses opportunités financières. Les marathoniens ne peuvent en faire qu'un ou deux par an. Ça laisse donc de la place pour beaucoup de monde, puisqu'un athlète classé à la 100e place mondiale peut gagner beaucoup d'argent en remportant un marathon. Ce qui n'est pas le cas pour le 100e sauteur en longueur mondiale. Et au Kenya, il y a un bassin très important d'excellents coureurs. La pandémie a aussi beaucoup joué. Il y a eu moins de courses, donc moins de rentrées d'argent. Cela a poussé certains à prendre plus de risques. Puis moins de tests. Car la première motivation de se doper est d'ordre financier. Donc, moins de tests aussi à mentionner. Il y avait beaucoup moins de tests pendant la pandémie. Mais il mentionne, c'est ce qui fait que le Kenya est un cas unique. Mais pourquoi que le Kenya? C'est pas vraiment... Parce que le Kenya, ils ont des bons coureurs, puis ils sont pauvres. Okay. L'Éthiopie aussi, je pense. Ouais, mais l'Éthiopie ont moins de bons coureurs. Ouais. Okay. Peut-être que c'est un peu moins pauvre. Je ne connais pas trop. Pourtant, l'Éthiopie, d'habitude, c'est le pays qu'on moque un peu pour la pauvreté, là, pour les problèmes de faim. Pas qu'on moque, mais qu'on nomme souvent pour les problèmes. Ouais, non, mais tu sais, t'as toujours des jokes. Là, dans le sens-là. Un Éthiopien, une mouche au plafond, whatever. Les vieilles jokes des années 90. C'est ça. Qu'on dit plus c'est maintenant. Ça. Non, ça ne dit plus ça. Mais bon, c'est ça. Ouais. Le coureur italien? Oui, 36 ans de suspension pour trafic de substances prohibées. Donc, il a reçu 12 ans par l'intégrité, l'association d'intégrité. En tout cas, l'AIU, là, on mentionnait, j'ai oublié le nom exact de cette. L'unité de... Ouais, je lis ici l'unité d'intégrité de l'athlétisme. L'unité d'intégrité de l'athlétisme.
Et ensuite, son propre pays, lui qui est italien, lui a donné un autre 24 ans. Donc 36 ans, puis l'athlète a 36 ans lui-même. Donc ça lui donne... il est suspendu jusqu'à 72 ans. Je pense qu'il a couru au Lago Maggiore Half Marathon, le demi-marathon de Lago Maggiore, malgré sa disqualification. Peut-être une course qu'il ne vérifiait pas si les coureurs étaient présentement bannis. Et c'est ça. Il a l'air un petit peu douchebag selon la photo qu'on a vue. Faut dire que c'est pas un coureur élite non plus. Aucunement. Aucunement, ce qui est drôle. 19 sur demi-marathon, ce qui est très bon, mais... C'est bon, mais tu sais, c'est pas aussi aucunement du niveau... C'est vraiment le 36 ans là, qui est... Ouais, mais 36 ans, donc c'est ça. Le trafic, c'est toujours... je pense que c'est puni plus sévèrement, étant donné que t'es la source de distribution de cette cochonnerie-là. Donc, ton effet est comme multiplié sur les personnes qui prennent des drogues illégales pour performer. Donc, c'est comme possession de marijuana versus possession pour revendre. Pour la revente. C'est ça. Encore aujourd'hui, je pense pas que tu as le droit d'avoir plus d'une certaine quantité. C'est ça. Oui, parce qu'à partir d'une certaine quantité, c'est jugé comme étant pour la revente. C'est ça. Donc, mais quoi, pour le pot, je sais pas. Ouais. Et là, parlant de tricheurs, on avait mentionné précédemment que le gagnant du Sierre Zinal, une course d'ultra, avait été suspendu puis avait perdu son titre pour dopage. Okay. Ben maintenant, la gagnante de 2022 aussi, Esther Chesang, elle avait eu un test positif en mai 2022, mais ça l'a pas empêché de courir le Sierre Zinal en août. Le Sierre Zinal dit que c'est parce qu'il y avait eu un manque de communication. Il n'avait pas été informé. L'information a été publiée par l'agence d'antidopage du Kenya en janvier 2023. Donc, ils n'avaient simplement pas été mis au courant. C'était pour de la consommation de triamcinolone acétonide, glucocorticoïde. C'est ça. Ça fait dur quand tes deux gagnants sont dopés. Deux Kenyans. C'est ça. À leur crédit, ils ne savaient pas pour le premier. Là. Je pense que le premier n'avait pas encore testé positif. Puis c'était Marc Kangogo. Puis Esther Chesang, il n'était même pas encore au courant. Mais en plus, qu'est-ce que tu fais quand tu as testé positif d'aller faire une course quand tu sais que ça va sortir après puis que tu vas perdre ton titre? Peut-être qu'elle espérait avoir l'argent puis après ça le garder. Je sais pas, mais... c'est niaiseux. C'est ça, puis finalement, dans le fond, il y a eu une rencontre là, entre le président de la World Athletic, là, c'est Seb Coe, il a rencontré le président kenyan, William Samuel Ruto, pour essayer de sensibiliser, pour mettre tous les efforts possibles pour réduire au maximum, voire arrêter le dopage kenyan. Sebco mentionne, il dit c'est inévitable avec les ressources supplémentaires qu'on ajoute, les niveaux de tests qui sont toujours de mieux en mieux, puis l'intelligence aussi des tests qui s'améliore. Il dit c'est normal que le nombre de cas positifs augmente, mais il préfère naturellement plus ça que de laisser aller puis que ça empire. Donc c'est ça. Fait que c'est ce qui explique qu'il y en a, on en voit de plus en plus. C'est une des explications, dans le fond, que les tests sont meilleurs, mais à un moment donné, on faut peut-être en venir à bout. Là, je pense que ça passe par l'éducation, mais aussi il faut remédier à la pauvreté éventuellement. On espère qu'ils vont s'enrichir un petit peu plus ce pays-là pour que ça devienne moins attrayant de risquer avec le dopage pour gagner des sommes. Oui, parce que on n'en parle pas, mais quand ils sont bannis et puis ils remettent la médaille au numéro 2, mais ils doivent remettre la bourse aussi. Mais si ça arrive un an ou deux après, c'est d'aller chercher cet argent-là une fois qu'ils ont acheté une ferme ou qu'ils ont nourri toute leur famille, ils ont donné de l'argent à toute leur famille, tout ça, tu peux pas aller rechercher cet argent-là. Je sais pas comment ils font. J'imagine qu'ils ont peut-être accès avec des tribunaux puis tout ça, mais
c'est sûr qu'ils vont pas tout aller Non, chercher, c'est ça. je pense pas. Peut-être que les athlètes dopés, c'est même consciemment qu'ils font ça. En se disant, pendant 1 an ou 2, je vais avoir les ressources Moi, monétaires. le flober, moi, le c'est distribuer ça. pour que ce Puis soit après, retracé, puis- c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, c'est pour finir sur une note plus positive, il fait encore beau à Houston. Ouais. On a une belle température, bien excité pour demain. Ça va être le fun. On espère si vous avez des courses dans le sud, dans le sud du Canada, ou peu importe, là, si vous faites des courses Dans le polaires, sud ou du peu Canada. importe. Aux États-Unis. Ah, ok. Au C'est sud ça, du Canada, ouais. pas dans le sud, Ouais. au sud du Canada. On espère qu'elles vont bien se passer. Ouais, puis aussi de petite mise à jour sur ma vie. Je suis maintenant rendu professeur au Collège Saint-Louis au secondaire. Donc j'enseigne au secondaire 4 et 5. Et non, en ce moment, je n'enseigne pas la course parce qu'ils sont déjà fait enseigner la course par l'ancien professeur. J'étais un ancien du Collège Saint-Louis. Mais d'ailleurs. professeur d'éducation physique. Ouais, d'éducation physique. Donc là, en ce moment, je leur enseigne le basketball. Donc, Ok. Cool. ouais, j'aurais pas C'est encore parlé de Donovan Mitchell. quelle année? Secondaire 4 et 5. Ah, secondaire Les 4 plus et 5. vieux. Ah, ok. Donc ça fait un petit changement. Là. Je leur dis que je suis habitué de parler à des maternelles, puis que là, ça se peut que je les appelle les amis. Ouais. Puis ouais, c'est vraiment une drôle de différence. Ils sont super gentils à date. J'ai fait ma première semaine. Puis ça s'est bien passé. J'ai pris un congé pour ma première semaine pour aller à Houston. Donc il y a deux groupes que j'ai toujours pas vus, que je vais voir la semaine prochaine. Ok. Ouais, en espérant que je pourrais leur ramener une belle médaille dont je suis fier Ouais. de Houston. Donc, Cool. ouais, c'est ça. Donc, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à Merci partager beaucoup. le bon mot. Et sur ce, Bonne année 2023. Oui, Je te coupe, là, mais ouais, bonne année 2023 à tout le ouais. monde. On vous souhaite des records personnels ou simplement de la objectifs. course, de pouvoir courir, de ne pas être blessé. Ouais. Atteignez vos objectifs. Ouais, de ne pas pogner d'indigestion alimentaire en mangeant des champignons gluants, comme j'ai fait pendant les fêtes. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.